Bonjour à tous. Alors juste... Ok. Donc nous avons rédigé notre rapport à partir de ces deux questions et d'un commentaire stipulant qu'une réflexion sur l'efficience des réseaux professionnels était attendue. Nous avons ainsi construit notre propos à partir de l'interconnaissance entre professionnels, les pratiques qui en résultent et leur évolution, l'intercontenance institutionnelle comme principe organisateur des parcours des mineurs AVS regarde la nécessaire interdépendance des actions judiciaires, thérapeutiques et sociales en direction de cette population, et la performance du système d'accompagnement global envisagé sous l'angle de l'efficience, c'est-à-dire à partir de la mobilisation des acteurs et de l'évolution de l'écosystème institutionnel dans un souci d'amélioration des pratiques professionnelles. Ceci pour envisager l'accompagnement des mineurs AVS en général, mais aussi des MECS en particulier, avec un parcours judiciaire et thérapeutique mieux défini, des acteurs mieux identifiés, mais aussi prenant compte d'un phénomène émergent avec les enfants de moins de 12 ans présentant des comportements sexuels problématiques. Notre propos se situera dans une perspective de santé publique, considérant tant les situations pour lesquelles nos structures, donc il s'agit d'un CRIAVS avec un dispositif de soins adossé, est sollicité, et les situations pour lesquelles nous ne le sommes pas, où notre structure n'est pas sollicitée. Ne sachant pas dans quelle mesure, finalement, la partie émergée de l'iceberg à laquelle nous avons accès est représentative, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, de l'ensemble des situations sur notre territoire et donc de l'ensemble des besoins des mineurs concernés. En France, et là je reprendrai les travaux de Marie Romero, la mobilisation des acteurs s'est concrétisée par la création de dispositifs spécifiques permettant de monter en compétence des professionnels et un renforcement des dynamiques territoriales où ils sont implantés, notamment une consolidation des partenariats entre la PJJ et le secteur sanitaire. L'intercontenance institutionnelle est un concept qui organise les échanges partenariaux, rendant possible, dans le meilleur des cas, qu'un processus de changement thérapeutique advienne. Ah, ok. 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 Alors, j'y arrive pas. Ce concept s'origine dans la clinique psychanalytique et institutionnelle, s'appuie sur le coétayage entre professionnels et sur la notion d'alliance entre institutions. Il est au fondement de la création des CRIAVS, qui sont des structures à échelle régionale en direction des professionnels, là où les dispositifs spécifiques sont en direction des mineurs auteurs de violences sexuelles. Les appuis cliniques qui constituent le socle de l'activité des CRIAVS essaient de démêler ce qui fait problème dans l'appréhension de la complexité des besoins des mineurs AVS par les équipes qui nous sollicitent. Ils nous amènent à interroger leurs pratiques professionnelles, les dynamiques et fonctionnements des institutions, considérant les effets des organisateurs de ces situations sur les autres enfants et les professionnels, mais aussi dans quelle mesure ces situations sont révélatrices de dysfonctionnement, et on va analyser ces situations à partir de cette double polarisation. Les appuis cliniques viennent aussi rendre compte de dynamiques interprofessionnelles. Dans le cas où cette dynamique est favorable, un climat de confiance va s'installer entre les professionnels en présence. On pourrait parler d'intercontenance effective. Un processus d'élaboration se déploie d'abord chez les professionnels qui va leur permettre d'actionner des leviers d'action dont vont bénéficier les mineurs AVS. Dans d'autres cas, plus défavorables, le risque de délégation inhérent au travail pluriprofessionnel et interinstitutionnel qui consiste à confier à d'autres de faire ce sur quoi l'on s'estime de manière plus ou moins consciente, incompétent ou légitime, prend le dessus, le processus est figé, empêchant toute évolution favorable, mettant en souffrance les professionnels et renforçant les clivages entre les équipes. Les dispositifs spécifiques, nous avons repris la catégorisation effectuée par Marie Romero dans notre rapport, sont caractérisés par une grande hétérogénéité, tant par la durée d'intervention, leur objectif, la population accueillie, les acteurs, pratiques professionnelles et grilles de lecture mobilisées, et le niveau de construction partenariale ainsi structuré. Nous avons décrit plus longuement dans notre rapport la justice restaurative qui marque une rupture avec ces autres pratiques professionnelles
dont le recours est inscrit dans la loi depuis 2014 et qui pourtant peine aujourd'hui à se déployer en France. Comme échangé avec Marie Romero, nous avons régulièrement rencontré pendant l'élaboration de son rapport avec Barbara Tomaso dans le cadre de la commission mineure de la Fédération française CRIAVS. Si ce dispositif témoigne de dynamique locale positive, il reste disparate sur le territoire français, accueille finalement un nombre indéfini de mineurs AVS par rapport à l'ensemble des mineurs concernés par la problématique sur les territoires, et les critères d'orientation restent peu définis, notamment en termes de gravité des situations. S'il n'est pas question ici, évidemment, de questionner la pertinence de l'orientation pour un mineur donné, cette orientation repose plus sur l'interconnaissance des professionnels, rendant ainsi compte d'un maillage partenarial opérationnel au niveau local. En revanche, cette offre institutionnelle, telle que répartie actuellement sur le territoire, ne répond pas à la mise en œuvre de réponses graduées en fonction de l'ensemble des besoins des mineurs AVS sur un territoire donné. Comment favoriser l'interconnaissance entre les professionnels impliqués pour fédérer leur action au bénéfice de l'intercontenance des parcours? Il s'agirait dans un premier temps de s'accorder sur une stratégie d'amélioration du système d'accompagnement global et d'impulser une dynamique de changement en renforçant le pilotage local. Concernant les choix stratégiques pour une meilleure mobilisation des acteurs, si l'on considère le manque de lisibilité des besoins sur un territoire donné, il nous semble important de concentrer les efforts sur une meilleure appréhension de ces besoins, et notamment par l'élaboration de critères objectivables des phénomènes qui restent pour les violences sexuelles commises par des ados et les CSP commises par des enfants, des phénomènes encore invisibilité, et d'enlevant le fait que bon nombre d'obligations de soins sont aujourd'hui non effectives, parfois dans les résultats que j'ai pu retrouver plus de 50%. Bon nombre de situations restent silencieuses, sans pour autant que les professionnels disposent d'éléments rassurants, tant sur le devenir psychopathologique, psychiatrique, voire criminologique des mineurs concernés. Il nous semble aussi important de concentrer les efforts sur l'amélioration des réponses interinstitutionnelles dans un souci de coordination des parcours en renforçant la cohérence, la continuité et l'articulation des réponses institutionnelles. Cela permettrait de mieux étayer secondairement les besoins en termes de spécialisation des approches et des dispositifs et la mobilisation des différents acteurs en fonction, et je parle là principalement éducateurs, psychologues, pédopsychiatres. Ici, il nous apparaît important de favoriser le déploiement de la justice restaurative pour évaluer les potentialités d'amélioration des parcours des mineurs AVS que permettrait cette modalité d'accompagnement. Comment impulser une dynamique de changement? La mobilisation des différents acteurs souffre actuellement d'un manque de lisibilité des politiques locales lié à un faible niveau, voire une absence de pilotage local. Il existe en effet peu de temps de régulation internationale, de temps de réflexion collective entre responsables locaux qui permettrait de dégager des consensus, de prioriser des actions entre le renforcement de partenariats existants, la structuration de nouveaux partenariats et l'élaboration de plans le plan de formation. Ceci devrait, selon nous, faire monter en compétence des équipes en abordant d'emblée la problématique de violence sexuelle dans des enjeux de professionnalité, en différenciant les places, les missions, mais aussi l'articulation entre professionnels. Dans une perspective de contextualisation des soins pédopsychiatriques, il nous apparaît important de mieux formaliser les interactions et temporalités d'intervention entre professionnels des services de protection de l'enfance et les services pédopsychiatriques et les CRIAVS dans le cadre de l'évaluation globale et clinique de ces situations. Si l'obligation de soins ou le module santé ordonné par les juges des enfants fixe un cadre qui va structurer le parcours de soins, sur lequel les soignants vont pouvoir s'appuyer, ces mesures ne disent en effet rien du besoin de soins des mineurs AVS. Il nous semble important de sortir de confusion qui pourrait s'installer entre l'évaluation de la situation, notamment via les MJE, notamment qui, en apportant des éléments de compréhension psychopathologique, vont aider à la décision du juge, et l'évaluation clinique nécessairement extérieure au processus judiciaire qui va permettre d'établir le besoin de soins, de construire un projet thérapeutique en fonction, voire le recours à des institutions. Il nous semble enfin important de promouvoir une diversification des modes de délivrance de soins à visée psychothérapeutique en tenant compte du contexte des mineurs AVS et notamment de leur institutionnalisation. Ici, il nous semble important de s'éloigner du modèle médical, de la consultation typique, du colloque singulier 1-1-to-1. Et ben voilà. Et ben voilà. Il ne s'agit pas, juste peut-être pour finir sur cette phrase,
pour les soignants en général et ceux exerçant sur les CRIAVS en particulier, de se dédouaner de leurs responsabilités vis-à-vis des enfants et adolescents, mais de construire des réponses qui, en tenant compte de leur contexte d'institutionnalisation, favorisent l'effectivité du soin, car mieux articulé au suivi éducatif. Merci. Merci beaucoup. La Commission ? Merci pour cette présentation et ce rapport qui est très dense. Notre question, c'est comment et dans quel dispositif, alors ça pourrait être les UAPED, ça pourrait être les CRIAVS, vous avez dit que tous les CRIAVS ne proposent pas non plus de soins, est-ce qu'il faudrait créer un nouveau dispositif ? En tout cas, comment et dans quel dispositif mieux repérer et accompagner les mineurs qui présentent des comportements sexuels problématiques ? Alors, voilà. Alors, j'ai essayé de présenter mon propos sous un angle de santé publique. Je ne pense pas qu'il faille construire des dispositifs spécifiques par rapport au comportement sexuel problématique, mais bien au contraire, intégrer le repérage des CSP dans une évaluation clinique de base des psychologues cliniciens et des pédopsychiatres exerçant dans le service public ou en libéral. Donc je pense que c'est vraiment important de ne pas, surtout pas, spécialiser cette question au point de vue général, et après, évidemment, qu'il y ait des dispositifs universitaires qui fassent de la recherche clinique, bien sûr, et qui promeuvent des modèles d'accompagnement. Mais en tout cas, pour moi, c'est une question, comme les violences sexuelles en général, qui, certes, il faut repérer, prendre conscience de l'impact, notamment sur la santé mentale et psychiatrique, mais en tout cas, ne pas spécialiser, voilà, systématiquement en tout cas. Okay. Merci. Alors, si la Commission n'a plus d'autres questions, peut-être la salle. Oui, donc Alexandra Vidal-Bernard, voilà, maître de conférence en psychologie clinique, en psychopathologie, donc à Besançon, l'université Marie-Louis Pasteur, donc spécialiste du comportement sexuel problématique de l'enfant. Donc je vais rebondir sur cette question. Donc pour évoquer donc l'expérience du dispositif clinique et d'évaluation clinique et de recherche EDAO-CSP, qui est un dispositif dédié à Besançon à l'évaluation clinique des comportements sexuels problématiques en fait des enfants, et qui a été qualifié dispositif pépite et qui est voué en fait à se déployer dans tous les départements en fait de France. Et pour rebondir en fait sur ce que Madame Bonneto en fait disait, moi je pense que à la fois il faut des dispositifs tels que ceux-là en fait pour apporter une bonne évaluation clinique, parce que le problème c'est qu'il faut des professionnels extrêmement bien formés en fait sur la question des comportements sexuels problématiques. Et on voit malheureusement que dans les repérages, y compris les médecins, y compris en fait les psychologues, se trompent sur les diagnostics et parfois banalisent en fait des comportements sexuels problématiques, ce qui fait que l'enfant réitère en fait parfois des faits 6 mois après, 1 an après, 4 ans, mais de manière extrêmement en fait plus grave. Donc je pense qu'en fait il faut les deux. Il faut une articulation en fait à la fois effectivement augmenter la formation des professionnels au sein des services, y compris de pédopsychiatrie, mais aussi au niveau en fait éducatif, hein, et de combiner, et aussi au niveau judiciaire. Hein, et l'idée, je pense que c'est pour pouvoir en fait mieux articuler en fait ces questions des parcours en fait de ces enfants. Il faudrait avoir des formations dédiées où au sein des formations, on est à la fois en fait des médecins, des pédopsychiatres, des psychologues, des juges, des éducateurs, pour qu'ensemble en fait ils étudient en fait cette question-là sur une formation en fait générale, et qu'on pense effectivement l'articulation en fait des parcours et du soin en fait de ces enfants-là. Et à la fois le dispositif d'évaluation, il peut être là aussi pour des cas extrêmement en fait complexes, hein, et qui dépassent en fait parfois les situations des enfants qui parfois présentent des comportements sexuels problématiques et qui ont déjà en fait des soins en fait aussi. Donc je pense que ces dispositifs et travail avec les professionnels déjà en place, c'est une articulation en fait qu'il faut avoir.
Et l'expérience, en fait, en tout cas, nous le montre, nous, en fait, à Besançon, quoi. J'entends, enfin, la question, je crois que ça dépend de comment on prend le problème. Soit on le prend sur une spécialisation des approches, et je pense que c'est important, et je pense que c'est important que les universitaires parmi nous produisent de la connaissance. Et il y a une question de santé publique. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a des enjeux de visibilisation de ces CSP, et notamment les travaux, là aujourd'hui, québécois, montrent que le défaut de contenance institutionnelle est probablement lié à la désinstitutionnalisation et tout ce qu'on connaît aujourd'hui d'un système d'accompagnement global des enfants, notamment de l'ASE et de la PJJ en crise. Il faut renforcer la contenance institutionnelle et ça va avoir des effets en soi sur l'abaissement des CSP et pas médicaliser ou psychopathologiser d'emblée cette question. Donc moi, j'entends votre logique qui est sur une question de la spécialisation. Là, je suis plutôt sur une logique de santé publique, d'une évolution progressive et continue d'un système global d'accompagnement sur toute la France. Ça me semblerait très compliqué sur le plan politique de promouvoir des dispositifs qui vont être limités à quelques enfants au vu de l'ampleur des besoins sur le territoire qu'il faut déjà identifier. Oui. Pour votre information, hein, le dispositif, en fait, alors, je vous propose de continuer cette discussion un peu plus tard, puisqu'il y a une autre question qui attend. On reprendra ça, mais... Encore Benjamin Seyus, de l'Institut français de justice restaurative. Je trouve très intéressant, et je suis tout à fait vos propos sur l'interconnaissance, et notamment sur la question de la justice restaurative, et le fait que parfois, ça explique aussi la raison pour laquelle elle est peut-être... non pas peu développé, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on sait que moins de 5% des mineurs, moins de 5% des participants des mesures de justice restaurative sont des mineurs, et à peu près en proportion 60% de demandes sont sur les violences sexuelles. Donc il y a vraiment nécessité de s'emparer de cette question et de favoriser les liens entre professionnels. Les liens entre professionnels, c'est aussi de pouvoir partager une information à caractère confidentiel. Or, aujourd'hui, dans le cadre légal, en ce qui concerne la justice restaurative, il y a simplement un principe de confidentialité qui est posé, pas un secret professionnel affirmé en tant que tel. Et ça parfois, puisque c'est une condition du partage d'informations à caractère confidentiel, c'est parfois quelque chose qui vient aussi gêner les coopérations, je dirais, entre professionnels, notamment lorsqu'ils ne peuvent pas faire appel à un cadre professionnel étayant sur ce point. Par ailleurs, PJJ, secret professionnel, mais c'est vrai que des professionnels qui ne sont pas par ailleurs tenus au secret professionnel, qui vont faire de la justice restaurative, là parfois peuvent être dans une situation un peu délicate là-dessus. Je pense que là aussi il y aurait quelque chose à faire en termes d'évolution du cadre légal. Je voulais savoir quelle était votre position sur cette question. Alors, sur la justice restaurative, je promeus, comme je pense l'avoir développé dans le rapport, cette pratique, ne serait-ce que pour savoir dans quelle mesure elle pourrait participer à améliorer le parcours des mineurs AVS et comment on pourrait la mobiliser et qui viendrait, j'allais dire, par rapport à la structuration au jour d'aujourd'hui du parcours, notamment des MEX de plus de 13 ans suivis par la PJJ, des attentes disproportionnées parfois du côté de la médicalisation et de la spécialisation, alors qu'on voit bien que si les violences sexuelles sont un processus qui se développe dans les familles, au sein des institutions, il faut traiter ça au sein des familles, des institutions, et que la justice restaurative, et j'allais dire ses modalités et le fait qu'elle soit inscrite dans la loi quand même, le décalage entre l'inscription dans la loi, la faible généralisation, moi j'en parlais au juge Muriel Aiglin sur le 93 par exemple, des mineurs qui voudraient être en victime, que mineurs auteurs qui voudraient y avoir recours ne le peuvent pas. Donc il y a une égalité de droit de ce fait selon le territoire. Et je trouve que pour des jeunes institutionnalisés et peut-être même des jeunes, on a beaucoup parlé des TND et on est très sollicité sur les CREAF pour ces problématiques de CSP, d'enfants en grande vulnérabilité, avec une disparentalité et des TND associés. Je pense que des médiations restauratives peut-être permettraient aussi ce principe d'exclusion
d'exclusion des garçons très tôt, des environnements scolaires, des environnements institutionnels, qui fait que finalement, alors j'en ai pas parlé, mais les troubles réactionnels de l'attachement qu'on va beaucoup retrouver chez ces jeunes vont être amplifiés par ces trajectoires chaotiques. Merci beaucoup.